Alors, ces dernières années, moi je vais planter un peu le sujet et puis après on se lance dans nos échanges. L'Europe a fait face à des catastrophes naturelles majeures. Hein. On a tous en tête la tempête Alex dans les vallées de la Roya et de la Vésuvie, aussi aux inondations dans le Benelux, ou encore des feux de forêt généralisés dans le sud de l'Europe, dans la moitié sud du continent. Et ces catastrophes, alors elles sont évidemment naturelles et humaines, mais elles sont aussi économiques. Hein. Il y a un impact très fort. Les conséquences financières de ces catastrophes sont importantes. Il faut aussi qu'on pense à ça quand on va échanger. Et on sait par exemple que les 10 catastrophes météorologiques les plus coûteuses en 2021 en Europe ont dépassé les 170 milliards de dollars de dommages total. Alors derrière ces chiffres, avant tout, nous, on va parler quand même des catastrophes humaines et d'organisation. Et évidemment, toutes ces conséquences, tous ces événements font fi des frontières. Hein, c'est la nature qui se rappelle à nous. Et ça appelle des réponses qui sont concertées, qui sont aussi solidaires, qui peuvent s'organiser de manière circonstancielle, par-delà les frontières, mais qui doivent aussi être anticipées. Hein, vous avez aussi des questions de planification, comme on l'a abordé dans la session précédente, pour installer un suivi, pour installer la reconstruction. C'est le cas de votre mission, monsieur le préfet. Et du coup, je vous propose qu'on regarde comment vous avez mis les choses en place de manière assez concrète à nouveau. Hein, je pense qu'on a une attente après toutes les réflexions, les difficultés que vous avez de comprendre matériellement, concrètement comment vous êtes organisé, tant en matière de prévention qu'en matière d'urgence. Et alors, avant qu'on échange, je crois qu'on a une vidéo de la situation de la vallée, des vallées de la Roya après la tempête Alex. En fait, ça va nous illustrer un peu ces besoins, alors au-delà de la catastrophe, les besoins d'organisation et de gouvernance. Et du coup, après, je vous donnerai la parole. Donc, on peut projeter la vidéo ? Elle a pris des appuis, donc tu as vu des fois sur la rivière, des dénivelés. La Roya, quand elle a mis à nu des vestiges, et notamment un endroit, en fait, on voit 3 routes successives, c'est-à-dire la nôtre, la plus ancienne et la très très vieille, moyenâgeuse, toute petite. Et on voit bien que la voie de communication de la Roya a toujours été là. Brutalement, tous nos moyens de communication qui ont été coupés. Donc ça s'est au début réorganisé très très localement, c'est-à-dire village par village. Au niveau du transport sur place, on s'est vite rapproché des problèmes de circulation, d'accès avec l'Italie, accès avec le haut des vallées aussi, Casterino, Vallée des Merveilles. Et on a œuvré sur les pistes pour remonter au moins sur Casterino, quoi. Maintenant, pour relancer l'activité économique, il va falloir remonter des matériaux sur la vallée. Là, ça reste compliqué puisqu'on a 2 solutions. C'est soit la route qui a été rétablie, mais de façon quand même précaire, soit la ligne de chemin de fer. Mais l'annonce vient d'être faite, ça va être fermé pour 3 semaines puisqu'on a un ouvrage en bas qui est fragilisé. Suite à cet événement, on s'est rendu compte que finalement, compter sur un seul axe de circulation qui est la route, c'était miser sur quelque chose qui était un peu fragile. Et voilà, on s'est vite rendu compte que le train devenait quelque chose d'indispensable à garder, mais également aussi certains sentiers de montagne, sentiers parallèles qui étaient avant des sentiers muletiers et qui sont petit à petit en train de disparaître. Et encore d'autres chemins en montagne pédestres qui ont complètement disparu, qu'on a commencé doucement à réouvrir juste comme ça en bénévolat, quoi, pour l'instant. Et là, petit à petit, on voit beaucoup de véhicules minibus qui circulent et énormément de vélos, quoi. Énormément de vélos, des privés qui ont récupéré des vélos électriques, même des vélos normaux, hein, même pour rejoindre un village à l'autre, des gens qui travaillent en vélo un peu de partout. Et nous-mêmes, acteurs de la montagne, plutôt que d'y aller en 4x4, on s'est vite retrouvés à rejoindre les chantiers avec les vélos, quoi. La vallée de la Roya, c'est historiquement depuis très très longtemps la vallée de passage entre le Piémont et la Côte d'Azur. C'est vraiment l'axe principal. Il y a eu un élan de solidarité de la part des Italiens qui sont venus nous aider en fait. Ce lien-là, il ne faut certainement pas qu'il soit coupé, il faut qu'il soit rétabli le plus vite possible. Et de la même manière que les voies de communication doivent être mixtes,
ce lien-là doit être à nouveau mixte, c'est-à-dire avec le train et avec la route. Questo ultimo evento climatico ci ha fatto molto riflettere, più che altro perché la viabilità delle strade purtroppo non dipende da noi. Speriamo anche per la prossima stagione in primavera che sia possibile ripristinare la viabilità della strada provinciale in montagna. Abbiamo chiesto agli enti preposti se hanno qualche idea di se ci saranno i soldi, ma noi lo speriamo perché i danni in tutta la valle e anche nelle valli limitrofe sono ingenti, sono stati ingenti a seguito della tempesta e quindi non sappiamo ancora, ecco, fino a dove ci saranno i soldi per ripristinare la viabilità. Noi ce lo auguriamo. Merci. Alors, du coup, on va rebondir directement. Hein. Ça vous a fait une belle introduction. Monsieur Pelletier, vous avez été nommé quelques jours, du coup, après ces incidents et après la tempête, pour piloter, et c'est ce que vous faites aujourd'hui, les travaux de reconstruction. Donc vous m'avez bien précisé, j'ai été nommé pour la reconstruction dans ces zones qui ont été ravagées, hein, du côté français, vous êtes nommé. À quel moment, par rapport aux événements, vous avez été appelé du coup et en fait, comment ça s'est organisé? Qu'est-ce que vous avez organisé à ce moment-là? Est-ce que vous avez hérité de situations que vous pouvez nous décrire quand même, de solidarité, d'organisation au moment où vous arriviez et puis la transition vers aujourd'hui, l'organisation, la planification? Voilà, je voudrais savoir un peu la situation et puis comment vous avez passé de l'un à l'autre. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Alors les images qu'on vient de voir, c'était hier. Je tiens à le préciser, cette tempête Alex, en fait, qu'on le résume un peu rapidement, c'est en fait, vous vous en souvenez, la tempête Alex qui traversait la France d'ouest en est, qui est arrivée et qui s'est arrêtée sur les Alpes-Maritimes et qui a rencontré un événement méditerranéen et c'est ça qui a créé ce que les spécialistes appellent un désordre météorologique majeur, une sorte de bombe météorologique qui a généré, il faut quand même le rappeler, la catastrophe naturelle ayant entraîné les dommages les plus importants en France métropolitaine depuis 1945. En résumé, une centaine de kilomètres de routes emportées, une soixantaine d'ouvrages d'art, à peu près 200 kilomètres de réseau. Au lendemain de la tempête, c'est-à-dire le 3 octobre 2020, vous aviez des villages, notamment dans la Haute-Roya, qui sont restés coupés du monde pendant plusieurs semaines. Cette tempête, elle a concerné la vallée de la Roya, la vallée de la Vésubie, la vallée de la Tinée et du Moyen-Var. Donc c'est un territoire assez important, finalement assez peu peuplé, 15 000 habitants, et qui communique, puisqu'on est aux confins effectivement des frontières avec l'Italie, avec du côté Piémont, la vallée de Limone, Cuneo, et du côté de la Ligurie, Vintimille, sachant que, comme le disait tout à l'heure le président Rotner, évidemment on partage des bassins versants, puisque la Roya, qui prend sa source au-dessus de Tende, se jette dans la mer, dans la Méditerranée, à Vintimille. Alors j'ai été nommé effectivement le 14 octobre 2020, suite au déplacement du président de la République sur le terrain, qui a annoncé un engagement très fort de l'État auprès des collectivités territoriales et des habitants pour assurer une reconstruction résiliente et durable. J'avais une lettre de mission du Premier ministre qui était très claire. Il fallait d'abord gérer les urgences, je l'évoquais à l'instant, faire en sorte que le plus rapidement possible, avec les collectivités territoriales, avec les opérateurs privés, qu'on puisse restaurer les fonctionnalités de circulation, d'alimentation en eau, en électricité, puisque pour ceux qui ont vécu ça, certaines zones des vallées, non seulement ont été coupées du monde, mais il n'y avait plus de liaison téléphonique. À partir du vendredi 2 octobre en fin d'après-midi, plus de liaison téléphonique, plus d'électricité, plus rien. Alors vous êtes nommé côté français ? Oui. Comment est-ce que vous travaillez avec... On est là pour ça. Absolument. Alors j'allais y venir, et c'est là effectivement les limites de l'exercice. Peut-être. Je ne suis pas transfrontalier, mais je suis transfrontalier friendly, si je puis dire. C'est-à-dire que je travaille beaucoup avec les Italiens. Et il faut bien comprendre le contexte local, notamment de la Haute-Roya, qui était un territoire italien jusqu'en 1947, qui a été ensuite rattaché à la France.
Et vous avez des liens qui sont extrêmement forts, des liens donc historiques, des liens économiques, des liens du quotidien. Et le président Rotner le disait aussi tout à l'heure. Je pense que nous avons dans ces territoires des citoyens qui vivent l'Union européenne au plus près et au quotidien. C'est finalement une des plus belles expressions de partage au sein de l'Union européenne que d'avoir ces liens qui sont souvent familiaux et qui sont, encore une fois, des liens jour après jour dans la vie économique, dans les échanges, etc. Donc vous avez un territoire particulier qui est connecté donc avec la vallée de Limone. L'Italie a subi aussi la tempête Alex, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire que les dégâts ont été beaucoup moins importants. Mais vous aviez donc au lendemain de la tempête une frontière coupée puisqu'il n'y avait plus de liaison routière et on a mis quelques semaines pour rétablir aussi la liaison ferrée parce que nous avons une ressource territoriale majeure et partagée entre la France et l'Italie qui est cette ligne ferroviaire Cuneo, Breil, Vintimille et Nice. Ouais, donc vous avez cumulé, parce que par rapport aux autres territoires dont on parlait tout à l'heure, qui sont en plus des bassins de vie très unis, là vous vous retrouvez avec des relations à réorganiser, alors qu'il y a une frontière physique, il y a des incidents très forts d'un côté, le téléphone ne fonctionne plus, comment vous faites pour communiquer? Comment est-ce que surtout, en fait, moi ce qui nous intéresse, c'est l'organisation. C'est quoi? C'est des comités, c'est une instance qui s'installe, c'est quelque chose qui vous permet de construire l'avenir? Vous avez beaucoup insisté quand on a échangé ensemble sur les temporalités. Comment est-ce qu'on passe à la reconstruction? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, on travaille au quotidien avec les Italiens. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a peut-être des failles dans le dispositif. Hein. C'est-à-dire que les dispositifs d'alerte ont bien fonctionné, ils ont été partagés avec les Italiens, mais via le CCPD de Vintimille, donc le Centre de coopération policière et douanière, qui est finalement l'instance la plus vivace, l'instance avec laquelle on a des relations jour après jour sur des questions de sécurité. Mais c'est via ce CCPD qu'on a partagé les alertes météorologiques. On n'a pas eu à gérer en commun la crise parce que tout simplement, les moyens héliportés, qui étaient évidemment tout à fait essentiels au moment de la crise, n'avaient pas la possibilité, la capacité de franchir les cols. Ça, c'est une difficulté aussi. On a aussi travaillé sur le plan judiciaire, on a eu des cimetières importés à Saint-Martin-Vésubie et à Saint-Dalmas-de-Tende. Donc on a eu des corps, malheureusement c'est un peu morbide, mais à repêcher en Méditerranée. Et on a eu cette coopération avec les Italiens pour identifier les corps. Donc il y a eu effectivement des liens très forts au niveau de la crise. Par la suite, j'ai envie de dire, c'est là aussi qu'on voit qu'il y a des manques en termes d'organisation, c'est-à-dire que ce sont les contacts qu'on prend d'initiative avec les Italiens, avec les maires, hein, parce que la reconstruction, elle est passée beaucoup par l'intermédiaire des maires, des élus de proximité. Donc on a aussi des contacts avec la région Piémont, on a des contacts avec la région Ligurie. On a eu un sujet majeur, c'est, je le disais tout à l'heure, la remise en fonctionnement de la ligne de chemin de fer. Qui est très compliquée à gérer, hein, qui a été construite au début du XXe siècle, qui a été plusieurs fois bombardée, qui a été remis en fonction en 1979, mais qui reposait sur un accord de 1970 avec les Italiens, avec des anachronismes, hein, puisqu'on faisait payer l'entretien de la ligne aux Italiens sur la base de dommages de guerre, ce qui était un peu étrange en 70, qu'on puisse avoir ce type de logique de travail avec nos amis italiens. On y est arrivé, 20 millions d'euros ont été engagés et on a restauré cette ligne qui est appelée localement la ligne de vie parce qu'elle permet justement les circulations transfrontalières. Et cette ligne nous a permis très vite de recevoir de l'aide côté italien, notamment en alimentation, et ça a été précieux. Et c'est là qu'on voit que les infrastructures sont extrêmement importantes pour ces liaisons et ce travail au quotidien. Alors je pense que ça fera réagir Monsieur Viveau tout à l'heure, mais on va passer par peut-être justement l'anticipation, la prévention du risque avec Iliana Tsvetanova. Vous êtes bulgare. You're going to speak in English. I'm going to continue in French. You feel free to speak in English and react if you don't follow all our discussions. Vous êtes responsable d'un projet transfrontalier entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord
qui est en cours de mise en œuvre, hein. On se l'est dit tout à l'heure, il commence, il n'est pas encore complètement opérant, et il est financé par l'Union européenne à travers le programme Interreg. C'est important tout à l'heure aussi, on voit bien que le programme Interreg est présent, aide beaucoup. Il y a des personnes qui nous disent que c'est voilà, un des vecteurs de travail, d'aide, de financement, très important pour les questions transfrontalières. Est-ce que vous pouvez nous préciser en quoi ça consiste, ce projet de Cross-Border Cooperation in Forest Fire Fighting, et nous dire, parce que c'est votre enjeu, c'est de ça dont vous voulez parler, comment vous gérez les statuts des personnes qui vont intervenir, que vous voulez former à la lutte contre les feux de forêt. Vous m'avez expliqué que d'un côté, il y avait des bénévoles, de l'autre côté, il y a des titulaires, donc c'est des statuts différents. Comment est-ce que vous faites pour gérer ce projet, donc avec à nouveau une gouvernance ou un système de coopération ad hoc? Sorry. Hello everyone and thank you for Merci, bonjour à tous et à toutes, et merci de me donner l'occasion de participer à ce forum. Le projet est déjà en cours, et en ce moment, ce que nous faisons, c'est que nous avons lancé une campagne d'information, car nous avons prévu 2 campagnes d'information. Tout d'abord pour promouvoir le rôle des bénévoles, et deuxièmement à propos de la prévention également des incidents, des incendies de forêt. Et le projet du côté bulgare est axé sur la promotion des bénévoles et leur offrir des équipements de protection. Mais côté de la République de la Macédoine du Nord, car ils n'ont toujours pas de leur côté de bénévoles, là, nous sommes plutôt axés sur donc, les services de sapeurs-pompiers. Et ce que nous avons pu faire jusqu'ici, c'est établir un réseau pour traiter les risques environnementaux. Et il s'agit d'un réseau organisé entre nous, services d'incendie, et aussi les volontaires associés à chaque municipalité, les bénévoles en Bulgarie, mais en Macédoine du Nord, c'est seulement pour les sapeurs-pompiers, puisque, comme je l'ai dit, il n'y a pas de volontaires encore. Et donc, la grande question qui se pose, c'est qu'en fait, nous avons besoin d'exemples pour savoir comment organiser ce réseau, pour apprendre comment réagir ensemble, comment être plus efficace, de multiplier les bonnes pratiques que vous auriez dans d'autres régions européennes. En fait, nous sommes ici pour apprendre, en fait, à partir de vos meilleurs exemples. Je pense qu'on vous a aussi envoyé beaucoup d'informations pour que ça puisse être utile. C'est aussi un cas particulier, hein. C'est une association qui porte ce projet avec les municipalités et avec à nouveau des organisations administratives très différentes. Monsieur Viveau, vous, de la Commission européenne en charge des risques et des catastrophes, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos champs d'action, hein, qu'on les reprécise bien, et quels sont les freins politiques, économiques, techniques? On s'est dit qu'il y en avait vraiment de plusieurs ordres. Quels freins vous rencontrez à l'installation de cette gestion des risques de catastrophes au niveau européen? Puis après, Merci Sophie, ça marche, ouais. Et merci à la MOT de cette invitation. Oui, je travaille à la DG ECO, c'est la direction générale de la Commission européenne qui s'occupe de protection civile et aide humanitaire. Au sein de l'Union européenne, on a un mécanisme européen de protection civile qui existe depuis 20 ans, depuis 2001. Ce mécanisme a évolué beaucoup pendant les années. C'est un mécanisme qui est centré sur la réponse aux catastrophes. Et ceci, c'est
pour une raison très simple, c'est que le traité européen, à travers le principe de solidarité, oblige les États membres à venir au secours d'un autre État membre lorsqu'ils sont dépassés par une urgence. Mais comme on le sait, depuis 2001, le monde a beaucoup changé, y compris la gestion des risques et désastres. De plus en plus, l'emphase aussi du consensus international, Sendai, Yogo, Sendai, en parlant des Nations Unies, a mis l'accent sur la prévention. On a eu de plus en plus aussi d'arguments et d'évidence qu'il faut travailler en amont des catastrophes si on veut avoir un impact et sauver des vies et aussi sauver notre économie. Mais comme vous dites très bien, il y a des freins surtout lorsqu'on parle de prévention, tandis que la partie réponse fonctionne de façon. Il y a un mécanisme qui est très maintenant expérimenté et avec des procédures. Chaque pays État membre de l'Union ou 6 pays qui ne font pas partie de l'Union, donc on est 33 pays, peuvent déclencher ces mécanismes et utiliser des ressources qui sont mises dans un parc commun de capacités, comme on les appelle. Donc si cette partie fonctionne très bien, la partie prévention, on a beaucoup de défis. Les défis sont de plusieurs niveaux. Les défis politiques, je dirais d'abord, parce que tant au niveau local, donc quand on parle à l'échelle municipale, qu'au niveau européen, la prévention, c'est un sujet qui n'est pas facile à vendre. Je pense qu'on peut être très, très sincère là-dessus. La prévention demande beaucoup d'investissements dont souvent les retours se matérialisent au-delà de la durée de nos gouvernements et nos décideurs. D'abord, parfois, des retours qui ne se matérialisent pas, parce que c'est facile de prendre une photo d'un avion, d'un Canadair. C'est beaucoup plus difficile de prendre une photo d'un projet de prévention. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est difficile à vendre et, par conséquent, mobiliser des budgets. Oui. Et à tous les niveaux. Niveau municipal, niveau national, niveau européen. Rassurez Madame Tchelatova, parce que vous êtes en train de lui dire que ce qu'elle veut faire, c'est impossible. Ça, non. Je reviendrai à la bonne nouvelle, ou quelques bonnes nouvelles. Donc, niveau politique, niveau technique, vous disiez avant, gestion des crises, gestion du risque. On parle de deux choses différentes. La protection civile, ce n'est qu'un atout, une partie du mécanisme de gestion des risques, alors que le risque est un thème transversal, c'est un thème qui dépasse l'organisation classique de nos gouvernements, même de la Commission européenne, qui est organisée en direction générale. Protection civile, énergie, infrastructures critiques, environnement. Le risque, c'est un thème transversal. Donc, on a cette problématique. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de travailler sur deux niveaux. Niveau politique, donc on a une décision. Donc ici aussi, c'est intéressant de voir qu'on n'a pas une directive, comme par exemple la fameuse directive inondation. Je pense que beaucoup entre nous qui sont du secteur connaissent cette directive. C'est un instrument très fort. Il y a des infractions, des pénalités que les États membres peuvent subir s'ils ne mettent pas en place des plans de gestion des inondations transnationales, transfrontalières. Mais nous, on n'a pas ce cadre légal aussi fort. Mais quand même, on est en train, depuis 2019, d'introduire dans notre cadre légal des obligations pour que les pays puissent répertorier leurs risques et en mettant l'accent sur les risques transfrontaliers et sur les mesures qu'ils ont en place pour gérer ces risques. On va voir la première analyse, le premier rapport qui va faire un peu le point sur cet inventaire fin 2022. Donc, ce sera déjà une première panoramique sur où on en est en Europe à cartographier les risques transfrontaliers et à mettre en place des mesures. Je termine juste pour compléter sur la partie de l'autre volet, donc volet politique, volet financier, avec des petits projets qu'on finance. On est tout petit par rapport au programme Interreg, mais on est très ciblé
sur la prévention et la préparation. Et on travaille vraiment de façon grassroots, c'est-à-dire vraiment avec la base, donc des municipalités, Croix-Rouge, société niveau national, niveau sous-national de protection civile. On finance des projets qui servent en fait comme des petits laboratoires d'idées, d'initiatives que après le niveau national ou le niveau régional peut répliquer et donc vous êtes en train de nous dire que la question transfrontalière peut être un laboratoire pour vous. Enfin, en tout cas, c'est un lieu d'inspiration. J'ai des exemples, c'est surtout c'est un lieu d'inspiration. Ouais, c'est un lieu d'inspiration. Des bons exemples, des bonnes pratiques que je peux partager avec vous. Mais... Ah, mais je pense que ça nous intéressera. Mais du coup, Monsieur Pelletier, quand vous arrivez, vous êtes baigné dans un sujet tout de suite, enfin, dans un territoire tout de suite. Vous nous avez dit comment vous travaillez avec l'Italie. Est-ce que le niveau européen est d'une aide dans la résolution administrative, dans la résolution de problèmes? Enfin, comment c'est maillé? Depuis hier, on parle des différentes échelles. Est-ce que dans la question des catastrophes, ce qui est urgent, ce qui est important, c'est l'organisation locale? Est-ce qu'au moment même, ça peut être d'une aide particulière en dehors de l'aide financière? Alors, on a géré l'événement avec les moyens nationaux, pas uniquement locaux. On n'a pas fait appel aux moyens communautaires ou à la solidarité européenne parce que ce n'était pas nécessaire. En revanche, je tiens quand même à le dire, on a bénéficié du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour la reconstruction. Donc c'est 60 millions d'euros qui nous permettent aujourd'hui à la fois de couvrir certaines dépenses de gestion de crise, mais aussi qui nous permettent de financer de la reconstruction, avec une petite limite, c'est de la reconstruction à l'identique. Et l'ambition, évidemment, c'est de reconstruire de façon plus résiliente et plus durable. Je veux juste dire un mot, et c'est très important, sur les citoyens, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ce qu'on essaye de faire, est-ce qu'on essaye de construire un modèle de reconstruction? La reconstruction, on l'a fait avec des ingénieurs, avec des spécialistes en matière de gestion du risque, parce qu'évidemment, il faut tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé. Mais ce qui est particulier dans la reconstruction de ces vallées, c'est qu'on a pensé au rebond des vallées en termes de développement et d'attractivité. Et on a mis en place une concertation citoyenne. Et j'aurais aimé qu'on le fasse avec les Italiens. Évidemment, on a pu le faire côté français, mais c'est très important, à un moment donné, de demander aux habitants comment ils envisagent leur devenir, leur futur, comment on intègre justement les problématiques de préservation de l'environnement, de la biodiversité qui est absolument unique dans ces vallées. On a le parc national du Mercantour et ça, évidemment, il faut qu'on le travaille avec les Italiens. Alors, on a fait la démarche côté français, on a eu un certain nombre d'éléments très importants sur toutes les thématiques, les mobilités, les activités agricoles, touristiques. Et aujourd'hui, si je puis dire, je reboucle avec les Italiens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager, pour prendre qu'un exemple, un développement touristique durable dans ces vallées sans le faire avec les Italiens. Et je dois dire qu'il est extrêmement agréable de travailler avec les Italiens, même si l'organisation administrative, et c'était peut-être une de vos questions, donc je devance, vous pouvez les cocher sur votre tablette, les organisations administratives sont évidemment un peu la limite de la coopération opérationnelle au quotidien. Le président Rotner l'a dit. On a parfois du mal à bien identifier l'interlocuteur pertinent qui pourra prendre la décision. On n'est pas exemplaire côté français. Côté italien, c'est pas mal aussi quand même. On a eu par exemple à gérer, vous savez, la tempête Alex a complètement bouleversé l'hydromorphologie des cours d'eau, la géologie, et donc on a un puits de ressources en eau potable à Pora, donc côté italien, géré en franco-italien. Il y a d'ailleurs un accord international, et ce puits souffre depuis la tempête Alex parce que la nappe phréatique a du mal à se réalimenter. Eh bien, pour travailler justement dans la recherche de solutions avec les Italiens, c'est extrêmement compliqué. C'est décentralisé, mais il y a beaucoup d'organismes qui, à un moment donné, émergent et viennent apporter des prescriptions, nous demandent des études complémentaires. Donc, il y a une lourdeur, c'est vrai qu'il faut pouvoir dépasser localement, mais c'est aussi un frein. Et le fait qu'on n'ait pas finalement d'organisation opérationnelle très territorialisée, on a parlé d'Alcotra, Alcotra est géré par la région Auvergne-Rhône-Alpes, pas la région PACA, on a des dispositifs qui sont très thématiques,
Mais on a besoin, alors il faudra trouver évidemment le bon équilibre territorial de part et d'autre, mais on a besoin, et le traité du Quirinal va nous aider, à trouver des organismes locaux, opérationnels et décisionnaires. Alors pendant que je vous ai, comme il y a des questions sur Slido pour vous, est-ce que vous parlez d'Italie, est-ce que vous avez aussi intégré ou est-ce que la principauté de Monaco vous a aidé? Est-ce qu'il y a eu des échanges avec eux? Et l'autre question, c'est est-ce que vous avez pu échanger avec d'autres régions transalpines européennes, françaises et d'autres pays? Parce que vous avez vécu quelque chose qui peut se reproduire, ça serait de l'anticipation. Voilà, très rapidement. Alors sur le premier point, oui, le prince souverain de Monaco a beaucoup aidé matériellement. Hein, il a offert du matériel aux communes, donc son aide a été extrêmement précieuse. La Croix-Rouge monégasque aussi était sur le terrain. Il y a eu une aide financière aussi, puisqu'il a débloqué 3 millions d'euros pour les vallées, donc 1 million pour chaque vallée, et on a orienté ces financements et on travaille avec la Fondation du patrimoine sur des objets patrimoniaux. C'est très important aussi pour travailler sur le rebond et sur l'après, notamment sur les aspects touristiques, sur les aspects agricoles aussi, parce qu'il y a du patrimoine agricole qui est précieux. Sur la coopération avec d'autres pays, oui, on a localement eu des échanges avec les Belges. Alors, pas transalpines, mais on a été sollicité par nos amis belges qui nous ont demandé comment on avait géré l'urgence, comment on appréhendait la reconstruction. Évidemment qu'il faut coopérer là-dessus. Sur les aspects environnementaux, encore une fois, la concertation citoyenne que l'État français a mis en œuvre dans les vallées a révélé une chose, c'est que finalement, les citoyens sont les experts de leur quotidien. Il faut les écouter. Et finalement, dans ce qu'ils nous ont dit, encore une fois, sur toutes les thématiques d'activité, les citoyens intègrent la dimension de durabilité dans les exercices et les activités qui sont projetées vers l'avenir. Donc c'est très très important de les écouter, de les associer. C'est la gouvernance et la question que vous posiez tout à l'heure. C'est essentiel d'avoir à la base, et pour que finalement les politiques publiques soient bien portées, il faut que les citoyens soient là et les habitants soient là. Monsieur Vivo, je vous inviterais bien à répondre à une question que Madame travaux qu'elle vient de dire tout à l'heure aussi, c'est est-ce que vous avez des exemples de sensibilisation, de prévention? Votre région, c'est en fait un des projets de prévention qu'on finance dans la vallée de la Roya. C'est un projet qu'on a financé en 2021. Un petit projet, je pense que le budget c'est moins d'un demi-million d'euros, donc c'est un échange de partage de connaissances et surtout améliorer la gestion de la donnée qui est clé, et c'est aussi une métaphore, je pense, de la gestion du risque transfrontalier. On a dans ce petit bassin plusieurs intervenants qui collectent la donnée et météorologique et hydrologique, y compris des intervenants du secteur privé qui gèrent un radar, par exemple un radar météo, qui est une ressource incontournable lorsqu'on fait de l'alerte précoce, lorsqu'on fait de la prévention des inondations. Donc, avec ce projet, en fait, on facilite le partage entre toute une série de partenaires publics et privés en Italie et en France, des deux côtés, en fait, du bassin versant, en haut et en amont et en aval, pour en fait, améliorer la prévision et donc la résolution de la prévision et aussi l'impact, prédire l'impact des événements. Donc, voici un petit exemple. Le défi, et on a d'autres, ça c'est concernant la prévention des inondations, mais on a plein d'exemples aussi. J'ai regardé avant tout à l'heure, dans notre base de données, on a 150 projets qu'on a financés transfrontaliers, qu'on a financés entre 2014 et 2021. Il y en a entre la Roumanie et la Bulgarie. Bonne nouvelle, c'est que la Macédoine du Nord est aussi un des pays du mécanisme. Donc, parce que je disais 27 États membres plus 6 pays qui ne sont pas États membres mais qui sont partie du mécanisme européen de protection civile, donc qui ont accès à nos financements. Donc, une bonne nouvelle pour vous pour proposer des projets entre ces deux pays.
je disais, il y a aussi des projets qui visent la gestion des volontaires entre deux pays, qui ont des bases légales différentes, qui ont des procédures différentes. Donc, on a beaucoup de bonnes pratiques qui ressortent de ces projets. Le défi, comment remonter d'échelle, comment répliquer ces projets. Ça reste, un petit projet de 500 000 euros ne représente pas une solution sur base nationale. Dans le meilleur des cas, c'est un exemple, c'est une bonne pratique qu'on doit, via les gouvernements, faire remonter au niveau national. Petite question pour vous encore, et puis après on va faire un petit tour pour boucler, parce qu'on arrive à la fin de nos échanges. Vous me disiez que ce n'est pas toujours facile de demander aux États d'investir dans la gestion de crise, ce qui est différent en fait du risque, d'anticiper, hein, d'aller chercher ce que normalement ils sont censés quand même mettre de côté. Quels arguments vous avancez pour mettre en place des initiatives et débloquer des moyens en fait? En gros, on sait qu'on n'est pas sûr qu'on va être touché par une crise, mais il faut quand même anticiper. C'est quoi les arguments qu'on peut... Je réponds avec un exemple, encore une fois. En 2021, on a mené une étude avec la Banque mondiale qui s'appelle l'économie de la prévention et de la préparation. Je vous invite à regarder sur notre site web. C'est intéressant parce que ça donne, sous la base d'une analyse de 75 exemples de concrets d'investissement de plusieurs types. Alerte précoce, investissement physique de prévention des inondations, renforcement des structures pour les séismes, etc. Sur la base de ces exemples, on a tiré en fait, le retour sur l'investissement de ces investissements de prévention. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec une nouvelle méthodologie qu'on a utilisée avec la Banque mondiale, on a découvert que le retour est très grand, les bénéfices dépassent les coûts de façon très importante, y compris s'il n'y a pas un désastre. Et ça, c'est, je pense, le message à faire passer au niveau politique. C'est que non seulement avec un de ces projets, on sauve des vies humaines et on réduit donc des coûts, les coûts des dommages et des pertes économiques liées aux vies humaines, aux infrastructures, etc. Mais on améliore la productivité parce qu'on améliore le secteur agricole, on augmente la valeur du bâti, on a des co-bénéfices, comme ils les appellent, environnementaux. Donc il y a des bénéfices qui se matérialisent même s'il n'y a pas de désastre. Et ça, je pense, c'est la nouvelle logique qu'on est en train de faire passer. Encore une fois, on est un mécanisme d'État. On n'est pas un mécanisme de ville ou un mécanisme de région, mais je pense que ça, c'est un peu notre défi. Comment on doit essayer d'atteindre les niveaux vraiment grassroots, le niveau local, en passant par les niveaux nationaux, qui est notre contrepartie naturelle du mécanisme européen de protection civile. Ok. Je vous propose qu'on boucle ces échanges peut-être par des questions que vous auriez envie de poser, Madame Shvelatova. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas, voilà, dont vous aviez besoin? Vous êtes venu en me disant, moi, je ne veux pas beaucoup prendre la parole, je veux avoir des réponses. Est-ce que vous avez eu des réponses? Est-ce qu'il y a encore un sujet, un angle mort que vous voudriez qu'on aborde? C'est vous qui allez m'aider dans l'animation. That's okay. Well, the two gentlemen. Les deux messieurs ont donné de bons exemples, de bons conseils sur ces... Vous pouvez... Mais vous m'entendez, oui? Et quoi demander d'autre? Je ne sais pas. On peut rassembler, on peut tout rassembler. Si Monsieur Vivo dit qu'on peut tout vérifier, on peut avoir de bons exemples. Vos expériences sont formidables. Vous avez réussi à faire face à une chose qui était a vraiment fait peur. J'ai réussi à lire un peu là-dessus, donc félicitations. Vous avez très bien géré cela. Mais bon, ce que nous allons faire et ce que nous cherchons à faire, ce n'est pas seulement de bons exemples, mais la pratique qui sera multipliée, qui va nous donner
des leçons très efficaces, des exemples concrets et opérationnels. Que je parlais en anglais pour dire des réponses concrètes et des exemples concrets. Oui. L'autre chose que vous nous avez dit, et je... Je pourrais parler en anglais, mais je pense que c'est plus simple de le repasser en français. Cette question du statut des personnes qui s'impliquent au moment des crises, des bénévoles, des personnes qui interviennent, je ne sais pas comment elles sont gérées dans un cas comme le vôtre, où au moment de la crise, il y a des questions d'assurance, vous me disiez, il y a des questions de statut, il y a des questions d'horaire, il y a des questions... Enfin, des tas de choses qui peuvent être compliquées quand c'est à gérer de manière transfrontalière parce que les personnes ne vont pas agir ou intervenir de la même manière. Quand la solidarité dans l'urgence, tout ça se passe sans peut-être compter ou sans être attentif à tout ça, mais ça peut poser des situations compliquées, c'est ce que vous me racontiez. Je ne sais pas si ces sujets-là sont traités au niveau européen pour aider des projets comme celui de Madame Shvezatova ou comment ça a été abordé chez vous, et puis on va terminer là-dessus. Oui, comme je disais, on a plein de bonnes pratiques là-dessus. Il y a aussi en fait, des règles d'engagement du personnel qui fait partie de ces missions du mécanisme qu'on peut partager, on peut regarder. Justement, où aussi la thématique des heures de travail, etc., des assurances sont abordées. Donc ça, oui, on a travailler dans des équipes multinationales, c'est notre une question. pas quotidien, on va dire. Donc on a de référentiel là-dessus qu'on pourra partager. Très bien. Vous voulez dire un petit mot juste pour un mot. conclure? Il y a eu une coopération spontanée côté italien, sans qu'il y ait eu une organisation particulière. Il y a eu évidemment la coopération institutionnelle sur des choses très concrètes. Il y a eu par contre la constitution d'associations côté français. Ça a généré énormément de solidarité et un élan très très fort. Juste pour peut-être dire un mot sur les questionnements sur les enseignements, etc. Moi, je pense que au-delà de l'importance de faire de la pédagogie toujours un peu plus appuyée sur la gestion et la prévention des risques, là aussi, ça doit partir des citoyens. Il faut simplement qu'on arrive à trouver le bon moyen d'expliquer quand on a une alerte météorologique rouge, il y a des réflexes à intégrer. On ne prend pas la route, on ne va pas chercher ses enfants à l'école. Enfin, il y a plein de choses qu'on doit travailler avec les citoyens parce que finalement, il n'y a pas que les acteurs publics qui gèrent la crise. Il doit y avoir aussi une bonne intégration de l'ensemble des enjeux par les habitants. Et la reconstruction aussi, tenir compte de ce qui s'est passé, des risques, et aussi penser à l'avenir en termes de reconstruction, encore une fois, résiliente, durable. Et là, effectivement, l'innovation, c'est quelque chose qui doit nous guider. On parlait tout à l'heure des mobilités, je parlais de cette ligne de chemin de fer. Demain, on va essayer entre Cuneo, Vintimille et Nice de mettre en place des trains de fret, mais avec des locomotives à hydrogène. Et pour ça, on travaille avec la Banque européenne d'investissement, notamment sa plateforme d'expertise, qui jusque-là ne travaillait qu'avec les pays de l'Est, nous apporte son appui et on va, avec tous les financements européens, essayer de trouver des solutions durables pour que finalement ces territoires qui ont été traumatisés, qui ont été déchirés, qui ont subi des dégâts considérables, puissent penser à un avenir et que finalement on ait des modèles de reconstruction, mais non pas uniquement sur la remise en place des infrastructures, mais sur l'avenir tel qu'on peut le penser, sur toutes les activités que j'évoquais tout à l'heure. Et quand c'est transfrontalier, c'est encore plus riche, parce qu'on partage des ressources territoriales, même sur la santé. Vous voyez, par exemple, à Tende, on va renforcer l'hôpital de Tende, on va le faire avec les Italiens, puisqu'on doit pouvoir partager la ressource avec les Italiens. Donc on va retenir ça, l'espace transfrontalier en situation de crise, je ne veux pas dire un laboratoire, mais en tout cas un lieu d'inspiration, d'expérience, parce que encore plus compliqué que le moment même que la crise, vous gérez, vous avez eu à gérer, vous aurez à gérer des situations particulièrement complexes. On vous remercie de nous les avoir bien expliquées, d'avoir donné des pistes de réflexion, d'avoir accepté de partager, de continuer de partager. Je ne vous ai pas donné la parole dans l'auditoire. J'ai pris quand même quelques questions là. J'espère que vous me pardonnerez, mais je pense que vous avez aussi envie d'aller déjeuner et de revenir cet après-midi, je l'espère. En tout cas, on vous remercie. Je pense que vous pouvez
Les applaudir aussi. Voilà. Thank you. Merci beaucoup.